Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Toujours dans l'optique de diversifier un petit peu ce dont on parle sur la chaîne pour ne pas se fermer de porte. Coucou Safran, viens par là. Voilà, bonjour bébé, regardez comme il est beau. J'ai décidé de consacrer une dizaine de minutes à peu près, peut-être un quart d'heure maximum, à ce qui se passe autour d'Étienne Klein, parce que j'ai un avis très tranché sur ce qui se passe actuellement. Donc, pour que vous compreniez, Arrêt sur Image a partagé un article dans lequel il montre qu'une grande partie du travail de thèse d'Étienne Klein pourrait relever d'une fraude, hein. Ni plus ni moins, puisque Étienne Klein aurait plagié un certain nombre d'auteurs. Pas qu'un peu, hein. C'est-à-dire qu'on parle quand même sur une thèse qui fait à peu près 500 pages, on parle de 88 pages entières. Et je voudrais qu'on parle de ça. Donc qu'est-ce que c'est déjà moi mon rapport aux thèses? Mon rapport aux thèses, il est assez simple. Je n'en ai jamais fait de ma vie, je n'en ai jamais produit. En revanche, au début de ma carrière, je m'assois correctement. Quand je manquais de sous, je corrigeais des thèses. Je corrigeais les fautes d'orthographe des thèses. J'en ai corrigé pas mal, c'était plutôt bien payé, j'étais content. J'ai corrigé des thèses de médecine, vraiment la plupart du temps elles sont très moyennes. J'ai corrigé des thèses de sociologie, j'ai corrigé des thèses en psychologie, corrigé des thèses en histoire, corrigé d'un point de vue orthographique, hein, seulement bien évidemment. Sur le fond, je n'ai absolument pas les compétences d'émettre le moindre propos, le moindre critique. Mais du coup j'en ai pas mal sous les yeux des thèses. J'ai une idée de ce à quoi ça ressemble, j'ai une idée des exigences du coup, puisqu'il y a quand même des points communs, quel que soit le domaine dans lequel la thèse est rédigée, il y a quand même des points communs entre les thèses qu'on peut retrouver. Et donc, Étienne Klein est pris un peu la main dans le sac, et je vais d'abord donner mon avis dans le début de cet épisode, puis ensuite on va lire son communiqué, parce que son communiqué est problématique. Il est assez embêtant. Ce qu'on vous demande dans un travail de thèse, il y a plusieurs formes de thèse différentes bien évidemment. Vous pouvez proposer quelque chose de nouveau, vous pouvez faire ce qu'on appelle une revue de littérature ou une overview, qui va consister à faire une sorte de bilan des ressources bibliographiques sur un sujet donné pour savoir ce que la science en pense. Je ne sais pas, demain par exemple, vous aimeriez savoir, je ne sais pas, comment les universités anciennes Proust par exemple. Et ce que vous allez devoir faire, c'est que vous allez devoir réunir l'ensemble des documents que vous allez trouver sur la façon dont Proust est enseigné à l'université. Et donc, dans ces thèses-là, bien évidemment, la majorité des éléments que vous allez fournir sont des éléments qui viennent de l'extérieur, que vous n'allez pas rédiger. Lorsqu'il s'agit d'une thèse de sciences, en sciences sociales par exemple, en sociologie, il est absolument évident que si vous avez un point de vue que vous souhaitez défendre, si vous posez une hypothèse et que vous voulez défendre cette hypothèse-là, elle ne vient évidemment pas de nulle part. Si vous posez une hypothèse en sciences ou en sciences sociales, c'est bien parce qu'on a déjà des connaissances sur un sujet, qu'il reste des points d'interrogation et qu'on aimerait soit lever les points d'interrogation, soit explorer certains thèmes un petit peu plus en profondeur, voire contredire certains dogmes qu'on avait. Donc, quand on écrit une thèse, c'est absolument évident que la thèse va être très référencée. Il va y avoir beaucoup d'éléments qui vont faire référence à des travaux du passé, à des écrits du passé, beaucoup d'éléments. Et ça, c'est parfaitement normal. Et c'est tout à fait ce qu'on attend d'un travail de thésard, à savoir qu'il soit capable de faire ce qu'on appelle une revue de littérature qui soit conséquente, qui soit cohérente, qui soit suffisamment dense pour illustrer les propos que vous tenez, et surtout que les choix de texte que vous choisissez de présenter, qui ont été écrits par le passé par d'autres personnes, illustrent correctement votre propos. Donc comment on fait? C'est très simple, lorsque vous faites une affirmation, vous amenez une référence qui vous permet d'affirmer. Si par exemple, vous dites, je ne sais pas, on va prendre un exemple complètement idiot, mais on sait que X produit Y, il ne suffit pas de dire on sait que X produit Y. Vous devez à ce moment-là, soit ouvrir une parenthèse, soit ouvrir des guillemets, soit écrire en italique, peu importe. Je ne sais pas, écrire ce qui vous permet d'affirmer que X produit Y, et vous devez, dans votre source bibliographique, à la fin, mettre un petit numéro de bas de page, mettre la ressource bibliographique précise et dire, voilà, cette affirmation que X produit Y, je l'ai trouvée dans tel document, dans tel ouvrage, sur telle publication. La publication, c'est celle-là, elle est disponible à tel endroit, je l'ai consultée à tel moment, elle a été publiée à tel moment, et la citation, vous allez la retrouver précisément à telle page, telle ou telle page. Ça, c'est important pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que lorsque le jury va corriger la thèse, la bibliographie, elle va être vérifiée. Non pas pour savoir si vous êtes capable de faire une bibliographie correcte, c'est très facile de faire une mise en page bibliographique, il y a des modèles standards qui existent, qui sont très simples.
le nom en majuscule, le prénom, virgule, le titre de l'ouvrage en italique, etc. Ça, c'est simple. Simplement parce qu'ils vont devoir aller vérifier que vous avez déjà bien compris ce que vous êtes en train de citer, que vous ne l'avez pas déformé pour servir votre propos, bien évidemment. Et l'autre raison pour laquelle c'est très important de faire ça, c'est qu'il faut absolument, de façon très nette, marquer au lecteur, signaler au lecteur, que certaines affirmations que vous faites, ce n'est pas vous qui l'avez compris, ce n'est pas vous qui êtes arrivé à cette conclusion-là. Il y a des personnes avant vous qui ont travaillé sur ces sujets-là, et donc ce n'est pas vous qui arrivez avec telle ou telle information sur un sujet. Et ça, c'est absolument indispensable. Et c'est ce qui différencie clairement la citation du plagiat. Je vais vous raconter une anecdote qu'on m'avait racontée, qui est probablement fausse. Je pense que comme un grand nombre d'anecdotes dans les milieux universitaires, ces anecdotes, c'est plus des sortes de fables pour partager une morale. Mais en tout cas, je vais vous raconter une anecdote qu'une personne qui m'avait fait corriger sa thèse du coup en littérature, comparée en l'occurrence. Donc la littérature, elle était sur les différentes traductions des frères Karamazov. Vous savez que la dernière traduction, elle est de Markovitz, elle a plus d'une vingtaine d'années maintenant. Elle est réputée pour être très fidèle au texte, alors que l'ancienne traduction, celle que moi j'avais lue dans un premier temps, elle est beaucoup plus littéraire, plus adaptée pour le français. Donc j'ai relu les frères Karamazov avec la traduction de Markovitch, je vous le recommande. Et donc c'était une thèse qui s'intéressait aux différences de traduction, à pourquoi ces traductions existent, ces différences de traduction existent, quelle est la nécessité parfois de produire différentes formes de traduction, etc. Qui se posait des questions sur la nécessité de traduire fidèlement un auteur ou d'essayer d'adapter la pensée d'un auteur à la langue dans laquelle vous écrivez votre thèse, etc. Et cette jeune femme m'avait raconté que un de ses jurys de thèse lui avait dit qu'une année, il y a une personne qui avait présenté sa thèse, un jury, et qui avait allègrement, vraiment volé le texte d'une personne, fait un plagiat, littéralement, et que par malchance, cette personne se trouvait dans son jury de thèse. Et donc, évidemment, ça s'est très mal passé, et ce qu'elle m'a raconté, c'est que le jury de thèse aurait dit « Mais madame, vous savez que en fait, donc là, évidemment, votre thèse ne sera pas reçue, mais vous nous auriez mis dans la poche, la seule chose qu'il aurait fallu que vous fassiez, c'est juste que vous mettiez des guillemets entre les phrases qui viennent de mes travaux et que vous les référenciez. C'est la seule chose, en fait. Et vous auriez fait ça et on n'aurait eu aucun problème avec votre travail. » Alors, cette anecdote, je ne sais pas si elle est vraie, on me l'avait racontée il y a une dizaine d'années. À mon avis, c'est que c'est plutôt une fable, voilà, pour faire un petit peu peur aux étudiants, aux étudiantes, pour les pousser à. Mais bref, 88 pages de plagiat, c'est sur 500 pages, c'est quasiment 20% d'un travail qui est plagié, ça n'est pas tolérable, c'est absolument intolérable. 88 pages de citations, c'est trop. Si vous décidez de faire un travail de recherche sur un sujet, la majorité du texte doit venir de vous. Si vous faites une revue de littérature, c'est évident qu'il y a énormément d'éléments de la littérature que vous avez lus qui vont apparaître dans votre texte. C'est le principe de votre revue de littérature. C'est pas ce que Étienne Klein a produit comme type de travail. Et donc, évidemment qu'il aurait fallu que Étienne Klein signifie que les éléments de texte qu'il a utilisés étaient des éléments empruntés, avec des guillemets, de l'italique, une référence bibliographique, peu importe. Et le reproche qu'on lui aurait fait à ce moment-là, c'est de lui dire, écoutez, votre thèse, elle est passionnante, parce qu'il semblerait qu'elle soit passionnante de ce que j'ai pu lire sur Internet, je ne l'ai pas lu, ça ne m'intéresse pas plus que ça, mais peut-être que je la parcourrai des yeux. On lui aurait certainement reproché d'avoir beaucoup trop d'éléments dans sa thèse qui sont des éléments cités et qu'il n'y a pas assez d'éléments personnels dans sa thèse, mais ce n'est pas un reproche absolument décisif. Vous pouvez tout à fait, votre thèse peut tout à fait être acceptée dans ce type de conditions-là. Là, en revanche, ce vers quoi Étienne Klein va au-devant, c'est de perdre sa thèse. C'est de perdre son titre de doctorant, vous comprenez, de docteur. Et donc, ce sont des accusations qui sont graves, ce sont des accusations qui sont plutôt bien sourcées. L'article d'Arrêt sur image, vous tapez Arrêt sur image Étienne Klein, vous allez le retrouver très facilement. C'est assez édifiant. C'est assez édifiant, il vole effectivement beaucoup de citations à de nombreux auteurs. Et ce qui est très intéressant, c'est la défense d'Étienne Klein. La défense d'Étienne Klein est intéressante, on va la lire, elle est catastrophique. Et puis surtout, en fait, elle essaye de se justifier en faisant exactement ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire en citant un auteur et en essayant de lui faire dire l'inverse de ce qu'il a voulu dire. On va revenir dessus, donc on va le lire. Donc ça se trouve sur sa page Twitter directement, d'accord, Étienne Klein, il dit depuis 2016 « Je ne lis plus d'attaques lancées par voie de presse, qui qu'elle vise, car je sais d'expérience que dans ces affaires, la brisure de symétrie est garantie.
L'attaque pèse plus que la défense. On me signale que je viens d'être ciblé, alors laissez-moi dire ceci. Je tiens à préciser que tout le monde est attaqué sur Internet, mais simplement quand on apporte des preuves aux individus qu'on est attaqué sans raison ou qu'on est attaqué injustement, personne ne nous en veut. Alors il reste un tout petit peu de la diffamation. Il en reste un petit peu. Il y a des personnes malveillantes qui vont répéter ces diffamations, bien évidemment. Néanmoins, non. En fait, ce qui est reproché à Étienne Klein, ce qui vous est reproché, Monsieur Klein, c'est d'avoir plagié une grande partie de votre thèse. Apportez-nous la preuve que vous n'avez pas fait. Et si vous l'avez fait, excusez-vous, c'est le minimum des choses. Donc on revient et puis on va lire du coup ce qu'il nous partage. Entendons-nous bien. Je trouve parfaitement légitime et même formidable qu'un journaliste puisse se livrer à de telles opérations qui font partie des missions canoniques de la presse. Toutefois, de bons esprits m'expliquent qu'en faisant cela, celui qui s'est soudainement pris de passion pour mes textes se positionne de lui-même dans le camp de la pureté, s'offre en somme une autopromotion sur le dos de sa cible. Voilà. Retournement accusatoire assez classique, somme toute, où quand on reproche à quelqu'un de s'être mal comporté, la personne va dire « Ah oui, d'accord, donc en fait, toi, tu estimes que tu es plus vertueux. » Non, en fait, il n'est pas question de se positionner dans le camp du bien ou quoi que ce soit, ou de dire que nous, on est plus vertueux. Mais c'est pas parce que nous, on n'est pas toujours vertueux comme on aimerait l'être, qu'on ne peut pas dire, en fait, un plagiat de thèse, c'est anormal. Donc, un retournement accusatoire assez classique, finalement, la faute, c'est la faute du journaliste, c'est pas sa faute à lui. Je réponds à cela. C'est possible, car cela doit être narcissisant, j'imagine, d'agir ainsi, mais au nom de quoi devrait-il se priver d'un tel tremplin existentiel, d'un saut quantique sur l'échelle de la moralité? Et pourquoi donc, misant sur quelque effet cumulatif, ne recyclerait-il pas pour partie d'anciennes attaques qui m'ont déjà valu d'être sanctionné, alors que même personne ne s'était déclaré lésé, qu'il n'y a eu ni dépôt de plainte, ni jugement, ni condamnation, seulement sanction. Donc là, il y a un procédé que moi je trouve un procédé assez pervers, hein. Et je vous le relis, je vous relis le procédé pervers, c'est ne recyclerait pas pour partie d'anciennes attaques. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vous, Monsieur Klein, qui êtes accusé actuellement d'avoir plagié, et il sous-entend qu'en fait le journaliste aurait lui-même plagié d'anciennes attaques, vous voyez, et justement on va revenir sur cette notion de plagiat après, avec la citation de Borges qui est très intéressante, et je veux absolument vous en parler et l'illustrer avec un ouvrage que j'ai lu récemment. Et pourquoi même ne se livrerait-il pas à une sorte d'acharnement dès lors que cela pourrait lui garantir quelques sentiments de puissance supplémentaires? Donc il faut relire ces textes, Étienne Klein. Donc moi je suis pas un grammar nazi, loin de là. Je me fiche de la forme des textes tant que le fond est clair. Mais là en fait il y a une contradiction puisqu'il explique que depuis 2016 tout le monde lui fiche la paix. C'est ce qu'il explique en tête de son tweet ici. Et là il y a un article qui sort et puis il explique qu'on s'acharne contre lui. Donc voilà, il faut faire preuve d'un tout petit peu de cohérence quand on écrit un texte. Personnellement, je comprends parfaitement ce monsieur, je l'approuve même, d'autant plus qu'il est vrai qu'il y a 25 ans, il dit, les écrits qu'il cite datent de 1999, me glisse-t-on point d'exclamation. Oui, mais en fait, la faute a beau être commise il y a 25 ans, c'est quand même une faute assez grave. Et là, on a l'impression d'entendre les hommes accusés de VSS, vous savez, qui disent, oui, d'accord, mais c'était il y a 25 ans. Oui, il y a 25 ans. Des DSS, quoi. Donc là, il est accusé de plagiat, Étienne Klein, il dit c'est il y a 25 ans, n'empêche qu'il est accusé de plagiat. Je n'étais pas aussi rigoureux qu'aujourd'hui, c'est pas des excuses, ça, c'est une justification. Là c'est une forme de storytelling. J'ajouterais même ceci, le fait qu'en l'occurrence, il n'ait pas travaillé autant qu'on pourrait le croire. Il précise, les éléments qu'il a rendus publics lui ont été envoyés par un noble citoyen au tempérament zélé, ne saurait tenir le halo de magnifique magnanimité qu'il convient d'associer à sa vertueuse entreprise. Donc s'il faut qu'il comprenne, mais il le sait, mais c'est de la manipulation. C'est que vous êtes un tout petit compte par exemple, et puis demain vous avez quelqu'un qui vous écrit pour vous dire, voilà, j'ai mis à jour une information assez importante. Bien évidemment que ce que vous allez faire, c'est vous diriger vers des journalistes, évidemment. Parce que les journalistes, c'est un quatrième pouvoir, les journalistes, ils ont une audience que vous n'avez pas. Je l'ai fait à titre personnel. Je l'ai fait pour certaines personnes. Il y a des articles qui sont sortis sur des influenceurs d'extrême droite sur Internet, plusieurs, parce que j'ai contacté le journaliste, je leur ai envoyé les ressources que j'avais sur ces personnes-là. Et les articles ont eu bien plus d'effet que mes petites vidéos. Donc évidemment qu'il a contacté un journaliste et le journaliste n'a absolument pas eu tort d'accepter de partager ça, quoi. Blablabla. Si j'étais capable d'imiter le style d'Émile Zola, je ne saurais répondre à ce valeureux journaliste sur le même ton que celui dont usa l'auteur de Nana à propos du monsieur qui l'accusait de plagiat. Et là, il cite Émile Zola. Donc, si on fait une citation, c'est très bien de mettre ici en italique, mais il faudrait faire apparaître, même dans un communiqué, l'endroit précis dans lequel cette citation a été écrite, parce que moi, j'aimerais la vérifier. Je ne suis pas sûr que ce soit exactement ça qui soit écrit dans Nana, mais peu importe, enfin, que Zola ait dit. Ah, nuire pour le plaisir de nuire, baver sur une œuvre pour la joie de la souiller. Se dire, toi, tu es illustre, tu te vends, tu m'embêtes, je vais te salir, et quelle danse de cannibale si tu en crevais. Tel est le joli rôle du monsieur. Heureusement, si l'intention assassinée est bien, ce sont là
blessures qui font la gloire et la santé des vaillants. Assassiné, assassiné, impuissant et envieux, cela nous tient en haleine et en joie. Émile Zola est en train de répondre à quelqu'un qui critique le fond de ses textes vraisemblablement, ou en tout cas qu'il accusait de plagiat. Moi, je ne vois pas dans la réponse de Zola une réponse à quelqu'un qui l'accuserait de plagiat, mettons. Mais si Émile Zola a commis du plagiat, ce serait bien que même rétroactivement, on puisse le savoir. Ça ne veut pas dire on n'est pas dans la cancel culture totale qu'il va falloir brûler Émile Zola, évidemment. C'est évidemment pas ce que je dis, mais c'est quand même intéressant de le savoir. C'est quand même important de savoir ce genre de choses. Non, vraiment, poursuit Étienne Klein. Je ne pourrais pas écrire semblable chose à l'endroit de mon monsieur à moi, mais sans doute suis-je au moins autorisé à lui donner un conseil. Il me semble en effet qu'il pourrait facilement accroître son capital symbolique en matière de supériorité morale en s'attaquant à bien plus haut que moi. Pas à Zola, puisque c'est déjà fait, mais par exemple au grand Jean-Louis Borges. Ce serait au demeurant assez facile, puisque ce dernier, ayant sans doute senti venir la chose longtemps à l'avance, avait pris soin de revendiquer sa culpabilité de son vivant. Il réouvre les guillemets, et donc là, on va lire ce que dit Borges. Et là, il y a un problème. Donc je vais d'abord vous le lire en entier. C'est une citation qui est en anglais, donc je vais la traduire au fur et à mesure. J'espère que ma traduction vous conviendra. J'ai lu énormément de choses et j'en ai énormément lu. Je le reconnais, je me répète beaucoup. Je confirme, je plagie. Nous sommes les héritiers de millions d'écrivains qui ont déjà écrit absolument tout l'essentiel bien longtemps avant nous. Nous sommes tous des copistes. Il n'y a plus d'idée originale. Intéressant. Et donc, Étienne Klein estime que ce serait un aveu de Jean-Louis Borges du fait qu'il aurait plagié d'autres œuvres. Donc, premièrement, si Jean-Louis Borges a plagié littéralement d'autres œuvres, je pense que c'est quelque chose qu'il faut savoir. Il faut vous le démontrer, bien sûr. Il faut le savoir. Mais c'est pas ce que dit Borges. Borges, il dit pas j'ai plagié d'autres écrivains, dans le sens où Étienne Klein l'entend. Nous, ce qu'on reproche à Étienne Klein, c'est pas de s'être inspiré des idées des autres, c'est d'avoir repris des textes absolument à l'identique. Je vais vous montrer deux, trois captures d'écran pour que vous puissiez en avoir le cœur net si vous ne l'avez pas vu, qui ont repris vraiment des auteurs entiers, c'est ce qu'a fait Étienne Klein, sans jamais les citer. Ce qui est Borges explique, c'est pas du tout ça, et on va revenir dessus dans un instant. Donc, au sujet d'Étienne Klein, ce qui lui est reproché, ce sont 88 pages entières qui sont des copier-coller d'autres auteurs qui ne sont pas cités. Là, en l'occurrence, il s'inspire du mythe de Sisyphe de Camus. C'est pas très malin parce que c'est une de ses œuvres les plus connues chez les lettrés, le mythe de Sisyphe. Les révolutions scientifiques de Daniel Parocha, les théories de la connaissance de Michel Beignet, j'ai aucune idée de qui sont ces personnes-là. Et là, vous voyez, des textes entiers qui sont repris mot à mot. Ce qu'explique Borges, avec beaucoup d'intelligence, c'est que ça fait longtemps que tout a déjà été dit. On va prendre plusieurs exemples. Je vais prendre un exemple avant qu'il me sorte de la tête. On va prendre l'exemple, je sais pas, de n'importe quel roman de littérature qui utilise des nouvelles technologies pour vous faire peur. Tiens, on va prendre des films. Il y a eu un film d'horreur en found footage qui est absolument désastreux. Qui consiste à quoi? Qui consiste simplement à des adolescents qui sont sur Skype et qui discutent ensemble sur Skype, donc on les voit avec leurs caméras respectives, et puis il va y avoir des révélations, et puis des drames, etc. Et donc on a un film qui dénonce les nouvelles technologies. Évidemment, dans les années 40, il n'y a pas Internet, il n'y a pas Skype, etc. Il est impossible de faire un film sur Skype. Sauf que, en fait, le fond du film, c'est quoi? Le fond du film, c'est de dire les nouvelles technologies, elles sont dangereuses. Les nouvelles technologies, il faut s'en méfier parce qu'un mauvais usage des nouvelles technologies peut aboutir à des conséquences catastrophiques. Et ça a déjà été raconté. Milliers de fois. Vous livrez des œuvres de Philippe Cadic. Philippe Cadic a passé son temps à parler justement de cette crainte du coup de la technologie qui pourrait écraser l'être humain. Et si on remontait vraiment très loin, là je fais une digression, mais elle me semble intéressante, le mythe de Ptolémée, c'est déjà ça en fait. Ptolémée qui va voler le feu sacré aux dieux, le feu de la technique aux dieux, c'est déjà les Grecs qui s'inquiètent de ce que les hommes pourraient faire avec une technique qu'ils ne peuvent pas toujours maîtriser avec le feu. Et puis Prométhée se fait dévorer le foie, vous savez, éternellement dans le Tartare, enfin dans les enfers. Ça a déjà été raconté, tout a déjà été raconté. Toutes les histoires ont déjà été racontées. Les histoires d'amour ont déjà été racontées, les tragédies ont déjà été racontées, les policiers ont déjà été racontés. Est-ce que les auteurs qui décident de parler de ce genre de choses font du plagiat? Pour répondre à ça, je vais prendre un exemple d'un ouvrage qu'on m'a énormément recommandé, qui s'appelle La Maison des Feuilles, que vous connaissez sûrement, de Marc Danielewski, qui est un ouvrage, je ne vais pas vous le cacher, que je n'ai pas du tout aimé, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un calvaire pour moi d'aller au bout, je n'ai pas trouvé ça très intéressant, pas trouvé le mystère passionnant. Bref, mais La Maison des Feuilles, ça parle de quoi? La Maison des Feuilles,
Ça parle d'une maison hantée. Voilà, sans ne rien vous spoiler, ça parle littéralement d'une maison hantée. C'est une histoire vue et revue et re-revue. C'est des trucs qui existaient déjà dans les tragédies grecques, hein, les fantômes qui traversent les anciennes demeures, etc. Enfin bref, ça existe depuis absolument toujours. On le retrouve dans les pièces d'Aristophane. On le retrouve vraiment depuis absolument tout le temps. Depuis le temps que voilà qu'on explore différents genres littéraires. Le type de la maison hantée, ça a toujours existé. Est-ce que c'est du plagiat? Non, c'est pas du plagiat. C'est pas du plagiat. Alors je l'ai lu traduit en français, donc je n'ai pas accès au style exact, évidemment, de l'auteur. Ça m'arrive de lire des textes en langue originale, en français ou en allemand. C'est les deux langues que j'arrive à lire couramment. C'est plutôt rare parce que ça me prend un temps fou, en particulier en allemand. Mais le fait est que si la traduction est fidèle au style de l'auteur, on peut dire déjà qu'il y a une patte. Voilà, l'auteur, il a un style d'écriture qui est un style assez propre, qui est un style sans fioriture, sans trop de figures de style, extrêmement direct, assez fonctionnel, qui est plutôt reconnaissable et qui ressemble pas trop à ce qu'on a l'habitude de lire dans le genre horreur, où dans le genre horreur, on a plutôt tendance à avoir des pages et des pages, vous savez, de textes, où il faut expliquer à quel point la menace est épouvantable, vous allez avoir une succession d'adjectifs qualificatifs, d'adverbes, etc. Ce qui n'est pas tout le temps le cas dans la Maison des Feuilles. Et l'autre chose qui distingue la Maison des Feuilles de quoi que ce soit d'autre, c'est ça. La Maison des Feuilles, c'est un ouvrage extrêmement particulier dans sa forme, hein, qui présente une sorte de puzzle à résoudre, hein, en permanence. Voilà. Qui fait qu'il est assez à part. Est-ce que Danielewski a inventé quoi que ce soit en écrivant La Maison des Feuilles? Non, pas grand-chose. Il n'a pas inventé grand-chose. Il raconte l'histoire d'une maison hantée, comment une maison hantée rend fou certains individus. Voilà. Très sincèrement, enfin, je veux dire, vous lisez n'importe quelle nouvelle de Lovecraft, il n'a rien inventé par rapport à Lovecraft. Des individus sont confrontés à quelque chose de surnaturel qui les dépasse, ils perdent la raison. Voilà, c'est la base de la majorité des nouvelles de Lovecraft que je vous recommande. Est-ce que son ouvrage est original? Non, l'ouvrage n'est pas original. Ça parle d'une maison hantée, comment des individus, machin. Dans le fond, c'est pas original. Par contre, il y a un truc qui est spécifique. Il y a un truc qui est spécifique dans la forme, dans la façon dont il écrit, dans la dimension aussi de son texte, dans les différents allers-retours. Il a inventé aucun de ses styles narratifs. Mais il n'a rien plagié. Il a littéralement rien plagié. Il a créé une œuvre qui est une œuvre à part entière, qui est une œuvre qui existe dans un genre que l'on connaît bien, hein, le genre horreur, avec un sous-genre de la maison hantée, éventuellement on pourrait dire un sous-genre fantastique, un tout petit peu merveilleux parfois, un peu horrifique de temps en temps. Il s'est inspiré de beaucoup de choses qui ont été écrites avant lui. Et la Maison des Feuilles n'arrive pas de nulle part. La Maison des Feuilles, ça vient d'une personne de notre génération à peu près, d'accord, hein, qui est habituée à nos réseaux sociaux, à nos outils, et qui a été inspiré par différentes œuvres, différents films, qui parlent justement de la façon dont ces outils nous échappent, dont les réseaux sociaux parfois nous échappent, sous différentes formes différentes. Alors ça peut prendre la forme d'une comédie romantique avec un film comme Her, par exemple, ça peut prendre la forme, je sais pas, de tragédie, de film d'horreur, etc. Et évidemment, La Maison des Feuilles s'est inspirée de toute la littérature horrifique hyper classique. Il y a du Stephen King un peu partout dedans. Je ne suis pas fan de Stephen King à part quelques-uns de ses ouvrages, mais on retrouve du Stephen King, on retrouve du Lovecraft, on retrouve toutes ces choses-là. On retrouve des éléments du livre policier également assez classiques. Et évidemment, La Maison des Feuilles, c'est un ouvrage qui a été écrit à la fin des années 2010. Je ne sais plus exactement quand. Donc évidemment que cet ouvrage existe parce que d'autres ouvrages ont existé auparavant. Et ça, on ne peut pas faire autrement. On ne peut effectivement pas faire autrement. On ne peut pas aujourd'hui produire quelque chose complètement ex nihilo, c'est très improbable. C'est très improbable de voir dans l'art demain quelque chose de parfaitement ex nihilo qui apparaît. Et si vous prenez les différents courants de peinture, ça c'est un sujet qui me passionne, les différents courants de peinture, parfois on voit des ruptures très nettes entre différents courants qui apparaissent très très brutalement en 5 à 10 ans. Ça n'arrive pas ex nihilo non plus. Ce sont des réponses à des critiques qui sont formulées à certaines façons de peindre. Et ce que j'essaie de vous dire, c'est que ce que Jean-Louis Borges s'explique, c'est que quand il écrit, j'en sais rien, le journal d'un curé de campagne, par exemple. Alors attendez, il est assez tôt le matin. Dites-moi que je ne me suis pas trompé. Et que je ne confonds pas. Je suis en train de confondre. Jean-Louis Borges, j'ai lu ses nouvelles, journal d'un curé de campagne, je confonds complètement, excusez-moi. J'ai lu les nouvelles de Borges, mais le journal d'un curé de campagne, c'est pas de lui, excusez-moi. Alors attendez, je veux absolument
Bernanos, oh, évidemment, évidemment. Bref, ce qui explique Borges, c'est que quand il écrit ces nouvelles, elles ne tombent pas du ciel. Il n'invente pas quelque chose de nouveau qui tombe du ciel. Le style de la nouvelle existe déjà, le contenu de ces nouvelles, c'est quelque chose qui a déjà été écrit auparavant. Il y a des trucs un peu fantastiques, il y a des trucs assez amusants. Borges, c'est très chouette à lire. Hein. Vraiment, c'est très très chouette à lire. Ce qu'il explique, c'est que voilà, tout ça a déjà été écrit avant lui. Il révolutionne pas la littérature en écrivant ça. Mais ce qu'apporte Borges dans sa littérature, c'est un style qui est un style complètement inimitable, hein, pour le coup. Ce qu'il apporte, c'est un mélange des genres également, d'une nouvelle à l'autre, qui font que ces recueils de nouvelles sont assez déconcertants, parce qu'on peut passer vraiment d'un genre narratif à un autre en claquant des doigts. Et c'est ça qu'il dit Borges. Ce qu'il dit, c'est que oui, évidemment que je plagie ce qui a déjà été écrit avant. Évidemment que je ne vais pas pouvoir vous produire quelque chose de complètement nouveau. Et en plus de ça, Jean-Louis Borges, à partir du moment où il a du succès, et qui continue du coup à produire, typiquement, Jean-Louis Borges m'a offert du coup très récemment ces nouvelles en intégrale, d'ailleurs, un énorme pavé. Bah ouais, le style de ces nouvelles fonctionne, et ben il reproduit des nouvelles. Donc il se répète. Et quelque part, il se plagie lui-même, c'est ça qu'il dit, c'est ça sa confession à Borges. Sa confession, c'est de dire, moi j'invente rien. Moi je suis un écrivain reconnu, mais j'invente rien dans le fond. Il apporte quelque chose de personnel, qui fait que ça n'est pas du tout le même type de plagiat. Quand il dit plagiat, évidemment que c'est dur. Alors s'il a réellement plagié, il faudra le démontrer, puis ce serait vraiment embêtant. Mais en attendant, la citation de Borges ne veut pas du tout dire, mais vraiment pas du tout dire ce qu'Étienne Klein essaie de lui faire dire. Jean-Louis Borges ne dit pas « j'ai volé des œuvres à d'autres personnes ». Jean-Louis Borges, il dit « mais j'invente rien, moi ». Et je pense que c'est ça que je voulais vous dire. Moi, je trouve la réaction d'Étienne Klein désastreuse. Parce qu'elle est agressive, c'est du Darveau, c'est du pur Darveau, d'accord. Un Darveau, D pour deny, je renie les accusations, d'accord. A, j'attaque le journaliste. R, je renversement entre la victime et l'oppresseur, l'agresseur, Darveau. Et en fait, le problème, c'est le journaliste, parce que si il était un tout petit peu lettré, il saurait que tout le monde plagie depuis toujours. D'ailleurs, Borges l'a dit, j'allais dire Bernanos, hein, du coup je fais la confusion entre les deux. Et ça m'agace, profondément. Ça m'agace en fait de corrompre une citation intéressante qui raconte beaucoup de choses. Et qui, du coup, devrait permettre... Cette citation, elle est intéressante, il faut la garder dans un coin de nos têtes, à des écrivains de se poser des questions, de se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire quand j'écris. Parce que je ne vais pas pouvoir révolutionner quelque chose d'ex nihilo, mais est-ce que j'ai quelque chose à apporter dans un genre qui a déjà été exploré en fond et en comble? Est-ce que j'ai envie d'apporter quelque chose qui n'a pas encore été apporté dans tel ou tel genre? Voilà. Bref, je vous épargne le mythe... Évidemment, le monomythe, je vous épargne tout ça. C'est une analyse à peu près simple, mais comme ici de la citation de Borges, je voulais réfléchir avec vous un petit peu là-dessus. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite une bonne journée, j'espère que vous allez bien, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Salut les amis.